C'est un pays en faillite, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont rien. La Havane, plongée dans le noir total. La capitale cubaine, comme le reste du pays, est déconnectée du réseau électrique après une énième panne générale. Ces dernières semaines, les coupures se succèdent, témoignant d'un pays au bord de l'asphyxie. Hier, un premier convoi d'aide humanitaire est arrivé par avion. Sa cargaison, 5 tonnes de fournitures médicales, immédiatement distribuées dans les hôpitaux de la capitale. Ce qui m'inquiète surtout, c'est le moment où je sortirai. Parce que nous manquons de carburant et sans carburant, il y a des pénuries d'eau et d'électricité. Et tout ça dans un foyer avec un enfant en bas âge, ça va être très compliqué. L'électricité, l'eau et même la nourriture sur l'île, tout vient à manquer. Depuis la chute du président vénézuélien Nicolás Maduro et sous la pression du blocus américain intensifié par Donald Trump, les pénuries de pétrole s'aggravent. La dernière livraison remonte au 9 janvier dernier, une paralysie totale qui s'inscrit dans une stratégie assumée par Washington. Je peux vous dire qu'ils sont en train de nous parler, parce que c'est un pays en faillite, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont rien. Ils ont de belles terres, ils ont de beaux paysages, vous savez. C'est une île magnifique. Paralyser Cuba pour forcer le gouvernement à des concessions majeures. L'objectif est clair et semble porter ses premiers fruits. Une réforme économique inédite a été annoncée par le gouvernement cubain, ouvrant la porte aux investissements de la diaspora et des entreprises américaines. Pas suffisant, réplique Marco Rubio, qui exige un changement de régime radical avant toute levée du blocus. Les responsables actuels ne savent pas comment gérer leur économie dysfonctionnelle. Il faut donc nommer de nouvelles personnes aux commandes. Un nouveau régime ou de nouvelles solutions pour le gouvernement cubain afin de briser le blocus américain. Selon des experts, plusieurs navires fantômes seraient en route vers Cuba pour tenter de ravitailler l'île en pétrole russe. Reste à savoir s'ils arriveront à leur destination. Cuba est en train de s'éteindre et personne n'en parle. Si vous voulez comprendre pourquoi, il ne faut pas regarder l'île, mais son seul allié, le Venezuela. Depuis des années, le Venezuela envoyait du pétrole presque gratuitement à Cuba pour faire tourner ses centrales. Mais aujourd'hui, le Venezuela est en plein chaos à cause de Trump. Résultat, en mars 2026, Cuba vit dans le noir presque 18 heures par jour. Sans pétrole gratuit, le gouvernement cubain a dû augmenter le prix de l'essence de 500%. C'est un séisme, le prix de la nourriture explose, les hôpitaux n'ont plus de lumière et plus d'électricité, et l'État a fait l'impensable, demander de l'aide à l'ONU. Des familles entières fuient par milliers parce que l'espoir s'est éteint. On assiste à la fin de Cuba en silence. Après le Venezuela et l'Iran, Donald Trump a un nouvel objectif. Cette île, il en parle beaucoup depuis qu'il est au pouvoir, mais aussi bien avant. Voici pourquoi Donald Trump s'intéresse autant à Cuba. Ce qui est étrange, c'est que lorsque Donald Trump parle de cette île des Caraïbes, on a l'impression qu'elle n'a rien pour elle. La situation à Cuba est effectivement catastrophique. L'île est plongée dans le noir, littéralement, avec des pannes d'électricité. Le 17 mars, elle a connu sa 6e panne générale en 1 an et demi. L'une des raisons des difficultés économiques, politiques et sociales de l'île, c'est l'embargo américain qui a été mis en place en 1962. Pour faire simple, les États-Unis interdisent à leurs entreprises de commercer avec Cuba. Chaque année, depuis 33 ans, l'ONU demande la fin de cet embargo. Mais plus récemment, une autre raison a aggravé la situation, et c'est une raison liée directement à Donald Trump, c'est la capture par les États-Unis du chef d'État vénézuélien, plus particulièrement l'interdiction pour le Venezuela de livrer du pétrole à Cuba. C'est parce que Cuba pouvait revendre une grande partie du pétrole envoyé par le Venezuela que le gouvernement avait accès à des devises. Et c'est ces devises qui manquent cruellement aujourd'hui, qui permettaient d'alimenter l'économie, en fait, tout simplement. Pas seulement le système énergétique, mais mettre de l'argent dans les rouages, continuer à faire tourner les écoles, les hôpitaux, pouvoir acheter aussi sur le marché mondial de quoi alimenter la population, parce qu'une écrasante majorité des aliments consommés à Cuba sont importés. Mais alors, qu'est-ce qui intéresse autant Donald Trump au point de vouloir prendre Cuba ? Eh bien, la première raison, c'est de pouvoir dire « j'ai fait ce que d'autres n'ont pas fait ». Aujourd'hui, effectivement, il a un discours belliciste qui renvoie aux tentatives échouées de plusieurs présidents avant lui de faire tomber
Cuba, d'avoir l'honneur de prendre Cuba comme il le dit, lui du coup serait celui qui serait en bonne position pour enfin être couronné de succès. C'est devenu une ressource rhétorique anticommuniste, antisocialiste, une logique à la fois libérale et conservatrice contre tous les socialismes dans les Amériques, pas seulement Cuba. Cette idée que l'effondrement aurait lieu pendant sa présidence, ça doit faire partie des motivations pour agir envers Cuba très prochainement. Et l'autre raison, elle est électorale. C'est avant tout pour des enjeux politiques que Trump s'est positionné sur ce créneau-là. L'électorat cubano-américain a contribué à faire élire des présidents conservateurs aux États-Unis, républicains. C'était aussi le cas pour Trump. Car oui, une partie des Cubains installés aux États-Unis sont pour la chute du gouvernement de l'île. Et c'est notamment le cas d'un très proche de Donald Trump. Le secrétaire d'État aujourd'hui aux États-Unis, c'est Marco Rubio, qui est un cubano-américain, qui est membre d'une des fractions les plus conservatrices de l'exil cubain, pro-embargo jusqu'à aujourd'hui, qui a toujours soutenu l'idée qu'il fallait faire tomber le gouvernement cubain. C'est justement son entourage qui a eu un rôle déterminant dans le rapport que Donald Trump entretient avec Cuba. On vous le disait en début de vidéo, le président américain s'intéresse à cette île depuis longtemps. Mais avant, son discours n'était clairement pas le même. Donald Trump s'intéresse à Cuba depuis la fin des années 90. À cette époque-là, Trump était plutôt proche de la famille Clinton et avait même envisagé d'aller investir lui-même à Cuba. When Cuba's free, I get the first hotel. Is that true? Sa position actuelle vis-à-vis de Cuba n'est pas une position historique qu'il a toujours tenue. Il y a aussi une logique un peu girouette sur cet aspect-là en fonction de son entourage. Whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it.